Bonjour, docteur Cédric Gaulion. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Vous êtes neurologue au CHU de Toulouse, responsable de l'unité neurologie vasculaire et céphalée et membre du conseil d'administration de la Société française d'études des migraines et céphalées. Avant de vous interroger, voici le témoignage de Fabienne, de Dorothée, de Claire, et vous en avez désormais l'habitude. La question de Raoult. Fabienne Michaud, bonjour. Voilà, j'ai 61 ans, je suis migraineuse probablement depuis l'enfance, depuis que je suis parlé, vers 3 ans. J'ai eu une errance médicale assez importante, mais j'avais des symptômes que ma maman m'a répété. Me tirer les cheveux, me coucher par terre, taper la tête contre les murs, me plaindre souvent de maux de ventre. Et donc les maux de ventre, on m'a opéré de l'appendicite à 6 ans pour voir si ça venait de ça. Voilà, donc j'avais des cheveux très imposants et à 16 ans on m'a demandé de me faire couper les cheveux pour voir si ça venait de ça aussi. Et en fait après j'ai eu un médecin traitant à 17 ans qui m'a diagnostiqué par rapport à mon histoire familiale, donc tout ce que je rapportais, et puis aussi par rapport à mon hérédité. Puisqu'en fait j'ai mes 2 grands-mères qui étaient migraineuses, mon arrière-grand-mère, un oncle paternel, et du côté maternel, un cousin qui a 50 ans actuellement, et je viens d'apprendre que sa fille aussi de 17 ans était migraineuse. Bonjour, je m'appelle Dorothée, j'ai 45 ans. Je suis migraineuse et je fais partie d'une famille de migraines. Donc chez moi, les premiers maux de tête sont apparus vers 5-6 ans. On parlait de ma famille, donc effectivement, on est au moins 10 parmi les personnes que j'ai identifiées à être migraineux. Quasiment tous avec des migraines avec aura visuelle, plus ou moins fréquentes, et puis d'autres types de migraines, on va dire, le reste de l'année. Je m'appelle Claire, j'ai 60 ans et je suis migraineuse hémiplégique familiale. La première crise, ça a été à 7 ans. Dans la cour de l'école, on m'a bousculée. La maîtresse a dit que j'avais une écriture, je n'écrivais n'importe quoi. J'avais des fourmillements, mal à la tête. À 10 ans, au cours d'un mariage, on m'a tendu une pièce que je n'ai pas pu prendre. Ma mère a lâché, j'avais des fourmillements qui montaient d'une jambe à un bras à la bouche, je ne pouvais plus parler. Et à 18 ans, au bout d'une année de fac et de fatigue, j'ai fait une grosse crise de migraine. J'ai oublié de mettre le filtre dans la cafetière et après, plus rien. Un mal de tête important, des fourmillements, de la paralysie, une incapacité à répondre pendant un mois. En fin de compte, aucun souvenir de cet épisode-là à part ça. Alors ma fille, elle a fait une poussée de fièvre, une migraine qui ressemblait aux miennes, avec aura au niveau des yeux, une hémiplégie, elle a perdu la force dans ses jambes, elle disait qu'elle avait des fourmillements. Nous sommes partis en urgence et là, ça a été un semi-coma. Elle ne se réveillait pas, elle répondait pas. Elle répondait pas à son nom. Elle ouvrait plus les yeux. On a fait une recherche pour une méningite, une recherche pour l'encéphalite, et au bout de 2 semaines, on est reparti sans diagnostic. C'est ce moment-là, j'ai dû voir entre 3 et 4 neurologues où on diagnostiquait bien ma migraine, mais pas l'hémiplégie. 18 ans, mon fils, il a fait une grosse crise de migraine, comme il avait l'habitude, mais il n'arrivait pas à retrouver, il a perdu totalement la parole. Donc il avait eu mal à la tête toute la journée, il faisait une crise de migraine, mais quand moi je suis arrivée, c'était la catastrophe, il répondait plus, il se levait plus, on l'a emmené aux urgences. On a appelé les pompiers qui l'ont emmené aux urgences et à ce moment-là, on a vu une neurologue qui a fait un diagnostic de migraine hémiplégique familiale. Donc on a fait une recherche pour toute la famille et enfin un diagnostic aussi pour moi à 50 ans. J'ai été migraineuse hémiplégique familiale. L'important c'est pas de trouver le nom, mais c'est on arrête de nous mettre dans la case de dépression. Y a-t-il un gène qui a été découvert et qui pourrait être responsable de la migraine? Merci à Fabienne, Dorothée, Claire pour leur témoignage et merci aussi à Raoult pour sa question. Docteur, un début de réponse, une réaction ? Bravo à leur témoignage, merci beaucoup. Je crois qu'elles ont à peu près déjà tout dit.
sur génétique et migraine, sur le terrain familial, sur certaines maladies très rares mais extrêmement invalidantes comme la migraine hémiplégique familiale. Et pour répondre à Rao, il n'y a pas un gène mais des gènes. Évidemment, la migraine est une maladie compliquée. Alors, on a quand même plein de questions à vous poser, docteur. On a entendu dans la vidéo parler hérédité et génétique. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que la migraine est une maladie génétique ou une maladie héréditaire? Et finalement, quelle est la différence entre les deux? Eh bien, en fait, il est vrai de dire que la migraine est une maladie génétique et héréditaire. Le poids de la génétique est très important dans la migraine. Et en fait, une maladie génétique, c'est une maladie qui trouve son origine dans l'ADN. L'ADN, c'est le support du code génétique, c'est ce qui nous façonne et qui se transmet à travers les générations de parents aux enfants. Et donc, certaines maladies génétiques se transmettent. Par exemple, là, vous avez deux parents, un en noir, un en bleu. Disons que celui qui est en bleu a la pathologie et vous voyez qu'il y a un risque de transmission de cette pathologie de parents à enfants. On parle alors de maladies génétiques héréditaires. Certaines maladies génétiques surviennent au moment de la conception et donc ne sont pas héréditaires. Elles arrivent au moment de la conception et c'est le cas des maladies chromosomiques. Donc ça, ce n'est pas le cas de la migraine. Alors Fabienne nous rapporte que ses arrière-grands-parents étaient eux-mêmes migraineux. Est-ce qu'il y a des familles de migraineux pour lesquelles finalement la migraine, c'est un héritage presque obligatoire? Presque obligatoire, non. En fait, la migraine repose sur ce qu'on appelle un terrain de susceptibilité génétique, c'est-à-dire qu'il y a un terrain familial, un terrain génétique qui est propice à l'apparition de la migraine. Et en fait, dans la génétique, dans la migraine, il n'y a pas un seul gène qui est impliqué, il y en a plusieurs. Et là, il faut expliquer la notion de variant génétique. En fait, le code génétique humain, il est similaire entre tous les êtres humains à largement plus de 99%. Mais pas 100%. Il y a des petites différences, et heureusement, sinon on serait tous des clones. Par exemple, ces différences font qu'on a des couleurs des yeux différentes, il y en a qui ont des groupes sanguins différents, on peut être du groupe sanguin A, B ou O. Ce sont des différences, mais ce ne sont absolument pas des maladies. Donc, ces différences, elles viennent de variations, de variants sur les gènes. Ici, sur la figure, sont représentés 4 fois le même chromosome. Donc, chaque bâtonnet, c'est un chromosome. Et les traits qu'il y a sur ces chromosomes, ce sont des gènes. Le gène qui est en haut, vous voyez qu'il a une variation de couleur qui va de la couleur à peu près bordeaux à rose pâle, mais on reste sur la même gamme de couleurs. Donc ceci, ce sont des variations qui font des différences, mais pas à proprement parler une maladie, ni une mutation. Si le gène était vert, là, à ce moment-là, on dirait qu'il est complètement en dehors de la gamme du rouge, il est muté et donc il peut être responsable d'une maladie. Et donc, en fait, dans la migraine, il y a plus de 200 gènes, comme celui-ci, sur lesquels on a identifié des variations qui augmentent le risque de migraine. Et donc, en fait, c'est la loterie. La loterie parce que ça va dépendre du nombre de ces gènes sur lesquels il y a des variations de la migraine. Plus il y a de variants, et a priori, plus il y a de risques. Mais ça va aussi dépendre de l'importance et du poids de ces variants. Parce qu'il y a certains variants qui pèsent peu, et il y a certains variants qui pèsent beaucoup dans le risque de migraine. Donc, c'est la loterie. Mais c'est aussi la loterie parce que, en fait, il y a un brassage génétique. Là, vous avez donc 2 parents qui sont représentés et leurs 2 enfants. Les gènes sont donc portés physiquement sur des chromosomes et nous avons les chromosomes fonctionnent par paire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a 2 exemplaires. Et ce qui fait qu'on a 2 exemplaires de chaque gène. Vous voyez que le père, il a 2 exemplaires d'un gène bleu et la mère a 2 exemplaires d'un gène rouge. Et les enfants vont récupérer un exemplaire du père, un exemplaire de la mère, ce qui fait que chaque personne est unique et ce qui fait qu'il y a aussi un brassage génétique. Donc vous comprenez que si, par exemple, une personne, du côté de son père, de sa famille paternelle, personne n'est migraineux, et du côté de sa mère, tout le monde est migraineux, et bien avec ce brassage, qu'est-ce qui va arriver pour la personne en question? Vous voyez bien que c'est un peu la loterie. Et pourtant, certains nous disent je suis le seul migraineux dans ma famille. Comment l'expliquer? Eh bien, parce que cette génétique, elle explique un terrain de susceptibilité. Et donc, ce risque, il va pouvoir se manifester ou pas chez une personne en question. Et puis ensuite, parce qu'il y a encore des éléments plus compliqués avec cette génétique, parce que lorsque vous avez un variant sur un gène, dans le variant qui est ici en vert, eh bien, certes, avec exactement le même gène, exactement le même variant, mettons même 2 personnes de la même famille, certains vont faire la maladie, certains ne vont pas la faire.
Et c'est encore plus compliqué parce que le degré d'expression de la maladie lui-même est variable. C'est-à-dire qu'avec le même gène, le même variant, des personnes de la même famille, il y en a qui vont pas du tout avoir la maladie, il y en a qui vont l'avoir avec des formes très légères, par exemple 1 ou 2 crises de migraine de temps en temps facilement traitées avec leur traitement de crise, et d'autres qui vont avoir des formes extrêmement sévères, résistantes, même au traitement de fond et avec des crises difficiles à traiter. Donc vous voyez qu'il y a une grande variabilité et un phénomène de loterie. Alors pour Fabienne et Dorothée, les antécédents familiaux ont finalement diminué l'errance diagnostique. Est-ce que finalement ça permet plus facilement d'établir un diagnostic quand on sait que son père, sa mère ou ses arrière-grands-parents étaient migraineux? Absolument. D'ailleurs, généralement, les patients nous le disent eux-mêmes à la consultation, dans les deux sens. Soit ceux qui disent ma mère était migraineuse, mon père était migraineux, je suis migraineux, je vois mes enfants, je sais déjà lequel est migraineux parce qu'ils repèrent déjà les comportements, les douleurs abdominales, le mal de tête, ou alors ils pensent déjà que leurs enfants vont être migraineux. Et d'autres sont interpellés et nous disent « mais pourquoi vous me parlez de migraine? Dans ma famille, personne n'est migraineux. » Donc effectivement, c'est vrai, il y a des familles de migraineux et nous-mêmes, ça nous aide au diagnostic, ça le conforte. Néanmoins, on peut tout à fait être le premier migraineux de sa famille, on peut être le seul non migraineux de sa famille. Et il faut toujours faire attention parce que c'est pas parce qu'on est issu d'une famille de migraineux qu'on peut pas avoir un mal de tête qui a une autre cause que la migraine. Alors Claire nous disait ces premières crises de migraine remontent à ses 7 ans et ont permis de poser rapidement un diagnostic, mais pendant des décennies, en fait, ces symptômes atypiques n'ont pas été associés à de la migraine et c'est finalement le diagnostic d'une mutation génétique chez son fils qui a permis d'établir le lien entre la migraine et ses symptômes. Comment l'expliquer ? Alors, dans la famille de Claire, il y a ce qu'on appelle une migraine hémiplégique familiale. Et en fait, il y a des formes de migraine qui sont très rares, durant lesquelles il y a des auras avec hémiplégie. On a l'habitude des auras migraineuses où les patients ont des troubles de la vision, des troubles de la sensibilité, parfois des difficultés pour parler, très rarement un déficit de la motricité avec carrément une perte de force, voire une hémiplégie. Et ça peut aller à des désordres neurologiques d'une telle importance que ça peut aller même jusqu'au coma. Donc, il est vrai, ces maladies sont rares et elles peuvent induire une certaine errance diagnostique parce que lorsque un patient vient pour hémiplégie, le premier diagnostic qu'on évoque, et c'est bien normal, n'est pas la migraine et ne doit pas être la migraine. On veut vérifier que le patient n'a pas fait d'AVC, c'est pour ça que les patients ont des scanners, des IRM, on vérifie qu'il n'ait pas de méningite. Donc tout ce parcours a bien été expliqué par Claire et donc c'est vrai qu'il peut y avoir un certain retard diagnostique. Et c'est finalement parfois un cas plus typique dans la famille qui va permettre de faire le diagnostic. Et en fait, cette migraine hémiplégique familiale, elle est due à des mutations qui, elles, se transmettent et qui sont responsables de la maladie. Alors, quelle est la différence entre une mutation et une variation? C'est que lorsqu'il y a une mutation, c'est une modification sur un seul gène qui suffit à expliquer la maladie, alors que les variants, ça donne plutôt un risque de maladie. C'est là la différence. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différents types de mutations, mais elles conduisent toutes à la même conséquence, c'est que les neurones deviennent plus excitables au point de pouvoir provoquer des hémiplégies ou des troubles neurologiques. Et effectivement, il n'est pas rare dans ces maladies avec des tableaux parfois atypiques, complexes et qui sont rares, qu'en fait le diagnostic soit porté chez un membre de la famille et qu'après on reconstruise le puzzle et c'est là où on comprend tout ce qui se passe dans la famille avec la migraine hémiplégique familiale. Alors Claire, justement, semble être la première de la famille à présenter ces symptômes particuliers. Est-ce possible que des gènes apparaissent subitement dans une famille ? Oui, tout à fait. En fait, la génétique, les gènes, l'ADN, pour être transmis, doit être copié. Et à mesure qu'il est copié, parfois, il peut y avoir une petite modification qui est faite, vous voyez, une virgule en trop, ou que sais-je. C'est ainsi que peuvent apparaître des variants ou véritablement des mutations. Et donc, on peut avoir des patients qui ont une migraine hémiplégique familiale et qui sont les premiers à l'avoir dans leur famille. Et ces migraines avec aura hémiplégique révèlent-elles toutes d'un même processus génétique ? Non, il y a 2 types de migraines hémiplégiques. Il y en a qui sont familiales, comme dans la famille de Claire, où on peut donc identifier 4 gènes. Enfin, on connaît aujourd'hui 4 gènes de ces migraines hémiplégiques familiales. Dans l'autre moitié des cas, la migraine hémiplégique est dite sporadique, c'est-à-dire qu'il y a juste un seul cas et personne d'autre dans la famille. À ce moment-là, on pense qu'on ne trouve pas les gènes classiques des migraines hémiplégiques dans ces cas-là. C'est plutôt un assemblage de variants qui prédisposent cette personne en particulier à faire des hémiplégies au cours des migraines.
Pour Fabienne et Dorothée, aucune recherche de gènes n'a été faite. Est-ce que ça veut dire que leur migraine n'est pas d'origine génétique ? Non, mais alors là, il est vraiment important de bien distinguer les deux contextes différents de la migraine hémiplégique familiale et de la migraine en général. La migraine hémiplégique familiale, comme je vous l'ai dit, elle est due à une mutation, c'est-à-dire qu'une modification sur un seul gène suffit à donner la maladie. On en connaît 4, donc c'est pas beaucoup, on est capable de les chercher, et puis là on peut affirmer que vraiment la maladie a une cause génétique. Dans la migraine en général, c'est plus compliqué parce que ce sont des variations sur plus de 200 gènes, donc il faut aller chercher dans beaucoup de gènes, et que ces gènes individuellement ne causent pas la maladie. Ils augmentent le risque. Et c'est l'assemblage de ces gènes, plus d'autres facteurs environnementaux, qui, au final, va faire que la personne va développer une migraine. Donc, tout s'oppose point par point. L'un est dû à une mutation qu'on peut chercher, l'autre sont des variants qu'on ne peut pas chercher en pratique clinique. Dans un cas, c'est vraiment une cause génétique. Dans l'autre, on parle de terrain de susceptibilité génétique. Alors, comment ces gènes de susceptibilité ont-ils été découverts et est-ce qu'ils sont présents chez tous les migraineux ? Alors, ces gènes de susceptibilité à la migraine, ils ont été découverts en faisant des analyses statistiques, en testant des milliers de gènes. Et pour réussir à trouver des résultats significatifs, il faut tester des centaines de milliers de personnes. Les dernières études, c'était des centaines de milliers de migraineux, comparés à plusieurs centaines de milliers de personnes sans migraine, et avec des analyses statistiques très poussées, réussir à trouver à peu près 200 variants qui peuvent expliquer la migraine. Mais à l'échelle individuelle, on ne peut pas les chercher. Et puis, chaque personne va avoir des variants différents. Donc, on ne peut pas le savoir ça à l'avance. Et comment ces gènes interagissent-ils avec l'environnement des migraineux ? Alors, ces gènes de susceptibilité à la migraine s'expriment dans différentes fonctions du corps humain. Certains s'expriment pour le tissu nerveux, pour l'excitabilité neuronale, d'autres pour les vaisseaux sanguins, d'autres encore pour le métabolisme ou encore l'inflammation. Et donc, on va comprendre qu'en fonction des gènes que l'on a, l'environnement va agir différemment. Par exemple, si vous avez plutôt des gènes sur les vaisseaux sanguins, qui s'expriment pour les vaisseaux sanguins, et que vous êtes déshydraté, ou bien que vous prenez des traitements qui dilatent les vaisseaux sanguins, ou bien que vous commencez à faire de l'hypertension artérielle, tous ces facteurs vont pouvoir interagir avec votre terrain génétique et favoriser la migraine. Pour le tissu nerveux, c'est pareil. S'il y a des gènes qui augmentent l'excitabilité des neurones et qu'en plus, il y a des hormones comme les hormones sexuelles féminines, les œstrogènes, qui, elles aussi, augmentent l'excitabilité des neurones, et le risque de migraine est augmenté. Pareil pour maladies inflammatoires et variants de l'inflammation dans la migraine. Pareil avec, par exemple, les variants du métabolisme et une prise de poids. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est que les études génétiques ont permis de faire des sortes de prédictions et de dire comment certains facteurs environnementaux vont interagir avec la migraine. Et par exemple, les études génétiques prédisent plutôt un rôle favorable, bénéfique d'une faible consommation de café, faible, il ne faut pas en consommer trop, et également plutôt un rôle défavorable du tabac, donc il ne faut pas fumer. L'autre chose aussi, c'est que l'environnement peut interagir sur la façon dont les gènes s'expriment. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et ça, c'est un domaine qui est en plein développement et en pleine recherche. Alors, à l'heure actuelle, on ne peut pas modifier ces gènes. Alors, que faire quand, pour reprendre l'une de vos expressions, la loterie génétique ne nous a pas favorisés ? Est-ce qu'il est possible d'en diminuer les effets ? Oui. Alors d'abord, c'est pas une sorte de condamnation ou une malédiction qu'on porte comme ça en disant j'ai le terrain génétique de la migraine, donc j'ai forcément une migraine et j'aurai forcément une migraine sévère. Chaque personne est différente pour les raisons que j'ai expliquées, parce que parfois les gènes vont s'exprimer, parfois ils vont pas s'exprimer, parfois de manière un peu variable. Et ce qu'on peut faire pour en limiter l'effet, c'est jouer sur tous les facteurs environnementaux déjà, lutter contre la prise de poids, avoir une activité physique régulière, bien respecter ses biorhythmes, se coucher, se lever à des heures régulières. Bref, avoir finalement l'hygiène de vie la plus saine possible, essayer d'identifier des facteurs déclenchants, l'alcool, la lumière, et s'en protéger le plus possible. Et bien sûr, consulter, avoir de l'aide pour avoir un traitement de fond éventuellement, un traitement de crise adapté et éviter que la migraine finisse par devenir trop handicapante. Alors globalement, l'errance diagnostique reste très longue pour la migraine et généralement aucun examen ne permet de la démontrer. Alors quelles seraient vos propositions pour essayer de diminuer cette errance diagnostique, docteur ?
Vous avez parfaitement raison de dire qu'il n'y a pas de test diagnostic pour la migraine. Un patient qui a la migraine, son scanner cérébral sera normal, l'IRM cérébral sera normal. On peut faire des électroencéphalogrammes, plein de tests, des prises de sang, tout sera normal. Et donc, le diagnostic, il est clinique. Il faut interroger le patient pour poser le diagnostic de migraine. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut voir un médecin, se poser en consultation pour que le diagnostic soit fait. Et il ne faut pas avoir peur de pousser la porte du cabinet du médecin pour son mal de tête. Il n'y a pas de honte à ça, il n'y a pas de honte à souffrir, il n'y a pas de honte à consulter pour ce qu'on pourrait prendre comme juste un mal de tête. Non, non, il faut demander une consultation spécifique. Et moi, je dirais aussi un mot pour les patients qui vont consulter leur médecin, c'est d'éviter de faire de la consultation multimotif où on vient pour renouveler l'ordonnance, faire le vaccin des enfants, parler du mal de genou et hop, en sortant du cabinet, au fait, j'ai mal à la tête. Non, il faut y aller et dire, je viens vous voir aujourd'hui pour un seul motif, c'est mon mal de tête. Docteur, vous restez avec nous. Nous allons maintenant prendre les questions que vous nous posez et puis aussi celles de nos témoins, Valérie et Laetitia. C'est notre séquence. Vous avez la parole. Bonjour Valérie et rebonjour Laetitia. On ne vous présente plus Laetitia, mais Valérie, peut-être un mot. Vous êtes migraineuse depuis 40 ans, c'est ça? Et vous êtes vous aussi originaire de Belgique, donc la Belgique est très bien représentée aujourd'hui dans ce sommet. On commence peut-être avec vous. Une première question au docteur Gaulion. Si la migraine est une maladie génétique, pourquoi y a-t-il plus de filles que de garçons qui sont impactés? Alors c'est une excellente question et c'est vrai que cette différence ne trouve pas d'explication vraiment dans la génétique. Il y a quelques gènes peut-être un peu plus fréquents chez les femmes que chez les hommes parce qu'il y a quand même des différences au niveau chromosomique entre les hommes et les femmes pour expliquer la différence de sexe. Donc dessus, il y a quelques variants génétiques mais c'est pas du tout la majorité. Par contre, il y a un élément important qui vient influencer, c'est les hormones, notamment les œstrogènes qui, au moment de la puberté, fait la différence. D'ailleurs, on voit que chez les enfants, il y a à peu près autant de garçons que de filles qui ont la migraine et les courbes se séparent à la puberté sous l'influence des hormones sexuelles féminines. Et donc, à l'âge adulte, on peut dire que 3 migraineux sur 4 sont des femmes, c'est ça, et 1 sur 4 sont des hommes, ce qui est déjà absolument, c'est exactement ça. Hein, c'est à peu près 3 femmes pour un homme qui souffre de migraine. Et chez les femmes, la migraine, donc, elle est plus fréquente. Elle arrive un peu plus tôt aussi. Et elle est plus invalidante. Laetitia, une question pour Oui, bonjour. Qu'est-ce qui explique que parfois les migraines peuvent s'aggraver ou au contraire s'arrêter? Alors ça, j'aimerais bien pouvoir vous répondre précisément parce que il y a toujours un phénomène de loterie dans la migraine et à l'échelle individuelle, à l'échelle d'une personne, on ne sait pas dire pourquoi est-ce qu'une personne va commencer sa migraine à tel âge, pourquoi elle va s'arrêter à tel âge, pourquoi est-ce qu'elle va être plus grave. On sait que la migraine elle est plus importante autour de 30 ans, c'est le pic à cet âge-là. Et quels sont les mécanismes qui vont faire qu'à un moment elle déclenche, quand elle se déclenche, à un moment elle s'arrête? On n'a pas encore toutes les clés pour bien répondre à ces questions-là. On a des éléments de réponse, par exemple ce que je viens de donner sur la différence au moment de la puberté sous l'influence des hormones sexuelles, mais ça n'explique pas tout. Allez, on va maintenant prendre vos questions. Surtout, vous n'hésitez pas sur le descriptif de l'événement à poster votre question. Le docteur Gaulion est là pour vous répondre, que ce soit à la fois sur le côté héréditaire, la génétique, mais aussi peut-être sur des questions un peu plus larges concernant la migraine. Mais quand même, là, on a une question très précise, docteur. Mon fils de 6 ans est un grand migraineux depuis déjà un long moment. Il a un jumeau monozygote, celui-ci va-t-il forcément développer également des migraines? Forcément non, il est plus à risque. Il a le terrain génétique, il a la même génétique. Mais comme j'expliquais, il y a cette notion d'expression variable, c'est-à-dire qu'avec exactement les mêmes gènes, certaines personnes vont faire la maladie, d'autres non, et s'ils la font, ils peuvent la faire à des degrés variables. Et comme ensuite, il n'y a pas un seul gène qui compte, mais plus de 200 gènes, ils n'ont certainement pas la somme de tous ces 200 gènes de la migraine, ils en ont certainement quelques-uns. Alors savoir lesquels ils ont précisément, comment ils vont s'exprimer, est-ce qu'ils vont s'exprimer de la même manière, vous comprenez bien qu'il y a un phénomène un peu aléatoire. Encore une fois, la migraine, la génétique, elle explique un risque de la migraine. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un lien directement causal. Et donc,
on ne peut pas dire que son frère jumeau va exactement avoir obligatoirement la migraine et la même migraine. Est-ce qu'on peut prévenir et échapper à la migraine chez les enfants sous l'hypothèse d'une prédisposition génétique, nous demande Fernando. Y échapper, oui, c'est-à-dire que si par exemple il y a tout le terrain familial de la migraine et qu'il y a un enfant, est-ce que lui peut se dire que peut-être il n'aura pas la migraine, sera peut-être le seul, le chanceux de la famille à pas l'avoir? Oui, tout à fait, parce que comme je disais, il y a ce brassage génétique qui fait que l'enfant il reçoit la moitié des gènes du père, la moitié des gènes de la mère, donc il y a ce brassage qui se fait et à l'échelle individuelle, eh bien la maladie va s'exprimer ou ne va pas s'exprimer. Qu'en est-il de la thérapie génie, nous demande Sophie. Eh bien, à ce jour, nous n'avons pas de thérapie génie spécifiquement développée pour la migraine, ni même pour les formes de migraine hémiplégique familiale. Il faut espérer que cela arrive. Vous nous disiez tout à l'heure, docteur, il faut consulter. Alors, parmi nos téléspectateurs et nos internautes, il y en a qui pensent souffrir de migraine, mais qui n'ont encore, pour l'instant, jamais consulté un neurologue. Ça consiste en quoi une première consultation avec vous? Quelles sont les questions que vous posez aux patients et avec quelles informations le patient doit venir dans votre cabinet ou l'hôpital, en tout cas pour que vous fassiez le diagnostic le plus précis possible? Alors, dans un premier temps, je laisse le patient s'exprimer spontanément, avec ses mots, dire ce qu'il ressent, sa plainte, sa gêne. Je lui demande pourquoi il vient me voir. Comme ça, déjà, ça permet un peu que le patient s'exprime à sa manière et de vraiment poser la plainte, de voir le retentissement immédiat de la migraine. On le voit à la manière dont le patient parle de sa maladie, la migraine ou de céphalée. Et après, il faut un petit peu reprendre. Et donc là, on a besoin de reprendre depuis le début, comme je dis, c'est-à-dire on va savoir les antécédents de la personne. Est-ce que c'est une personne qui a de l'hypertension artérielle, a eu un antécédent médical, une opération? Est-ce que cette personne prend des traitements? Est-ce que cette personne a des allergies? On s'intéresse aussi aux antécédents familiaux. Ça, je pose toujours la question. Est-ce qu'il y a des maladies particulières dans la famille? Est-ce qu'il y a des migraineux dans la famille? Et ensuite, on essaie de reprendre depuis quand la personne a des maux de tête. Comment ça a évolué? Ça veut dire que c'est important de tout noter à chaque fois qu'on a une crise, à chaque fois qu'on a des symptômes? Voilà, donc déjà on refait l'histoire de la maladie, et puis après, pour en venir, là on reprend un petit peu l'historique, mais à un moment il faut régler le problème du patient à l'instant T, parce que si le patient vient nous voir, c'est pas pour nous dire que sa maladie a commencé 10 ans plus tôt, c'est pour régler le problème maintenant. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on a besoin d'avoir une idée de l'activité de la maladie. Et donc on s'aide d'un agenda. Ça c'est vraiment un élément important, où le patient note finalement, soit sur papier, soit sur des applications, les jours où il a la migraine, l'intensité, les traitements qu'il a pris et si les traitements ont marché. Ça, c'est un premier élément important. Comme ça, on a déjà une idée de la fréquence de la migraine, de son impact. Et l'impact, on peut aussi l'évaluer avec des échelles. Donc, on demande aux patients de faire des échelles, par exemple l'échelle IT6, qui est une échelle très utilisée, qui permet d'essayer de percevoir, d'appréhender l'impact de la migraine dans le quotidien de la personne. Puis après, il faut sortir des échelles et puis il faut essayer de se représenter le quotidien de la personne. Quel travail cette personne fait? Est-ce qu'il y a des enfants? Quels sont ses horaires? Parce qu'évidemment, l'impact de la migraine ne va pas être le même chez, je ne sais pas, une sage-femme, une infirmière qui fait des gardes la nuit, le boulanger qui doit se lever très tôt. Vous voyez, les gens qui travaillent dans la sécurité ou des chauffeurs poids lourds qui vont travailler la nuit avec la lumière en pleine face. Enfin, il faut essayer de connaître un peu la personne, voir quel est son quotidien. Parce que parfois, il y a des patients qui ont une migraine pas très fréquente, mais extrêmement validante, parce qu'elle survient des moments où il ne faut pas, parce que les personnes ne peuvent pas se permettre de s'arrêter quand la migraine arrive, et parce que les traitements de crise ne marchent pas. Et ça veut dire qu'à la fin de cette première consultation, le patient repart avec déjà un traitement? Déjà des conseils. Des conseils. Voilà, sur un peu l'hygiène de vie, essayer d'expliquer qu'on peut déjà faire sans les médicaments. Essayer d'avoir la meilleure hygiène de vie possible, essayer de régler ses horaires quand on le peut, de lever quand on peut, de soigner l'hygiène du sommeil, c'est vraiment important. D'avoir une bonne alimentation équilibrée, de faire du sport, de bien s'hydrater dans la journée aussi, parce que des fois les gens travaillent, sont actifs toute la journée et oublient de bien s'hydrater, et ça donne vraiment la migraine quand on est déshydraté. Donc déjà tout ce qui est non médicamenteux. Et puis après, on explique, voilà, il y a deux types de traitements, des traitements de crise, des traitements de fond. Et on fait déjà le point sur ce qu'ils ont eu, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'ils ont
ce qui est bien supporté ou pas, parce qu'il y a des fois des traitements qui sont efficaces, mais qui sont tellement mal supportés que les patients ne veulent plus. Et puis après, le traitement de fond qui est destiné à réduire la fréquence des crises de migraine. Donc là, il faut bien expliquer comment va fonctionner le traitement de fond, quels sont les effets indésirables possibles, qu'est-ce qu'on peut en attendre et dans quel délai. Alors, on a aussi des questions très précises sur quel genre d'activité sportive on doit faire. Est-ce que vous avez des conseils, là encore, à nous donner? Alors, peut-être des activités sportives ou pour éviter une crise ou pour la soulager. Est-ce que il y a des sports plus adaptés? La meilleure activité physique, c'est celle que vous aimez. Voilà. D'abord, il faut pouvoir se faire plaisir en faisant du sport. L'objectif, globalement, c'est pas de chercher à dépasser ses capacités, c'est d'abord essayer d'obtenir le bien-être qu'on a après le sport, quand le cerveau sécrète des endorphines, qu'on est détendu, c'est ça l'objectif. Donc, il ne faut pas chercher à dépasser ses limites. Il faut le faire de manière régulière et la meilleure activité physique, c'est celle que vous aimez. Après, on recommande quand même plutôt des activités physiques type aérobie, la marche vite, aller courir, faire du vélo. Mais plutôt des activités en plein air Oui, plutôt des activités en plein air. Mais après, si votre passion, c'est la salle de sport, si votre passion, c'est la boxe, ce sera peut-être pas l'idéal, mais dans le fond, quand même aussi, il faut que les gens puissent avoir la vie qu'ils aiment. Donc, faire l'activité qu'ils aiment. Est-ce que le migraineux, nous demandons, est soulagé dans un climat plutôt chaud ou plutôt froid? Ah, ça dépend des personnes. Plutôt froid en général, parce que ça resserre les vaisseaux, la chaleur dilate les vaisseaux sanguins, et donc ça déclenche après des migraines. Donc on en a plus en été qu'en hiver? Oui, mais c'est pas non plus une règle absolue, parce que par exemple, l'été, les journées sont plus longues, il va y avoir les vacances, donc en fait, les gens vont avoir moins de migraines l'été pour d'autres raisons. Et d'un autre côté aussi, la lumière est plus vive l'été, donc certains patients sont moins bien l'été à cause de l'intensité de la lumière. Donc vous voyez que c'est pas du 100%, ça dépend vraiment des personnes. Chaque personne est différente de ce point de vue-là. Comment peut-on identifier une personne en crise de migraine et l'aider lors d'un déplacement en transport public ou sur la voie publique, nous demandons, par exemple? Alors, parfois, les migraineux ne le montrent pas toujours quand ils ont la crise de migraine. Souvent, ils essayent même plutôt de ne pas montrer leur douleur. Mais en général, ça se voit un peu parce que le visage se crispe. On voit que les yeux sont plissés. Les patients peuvent devenir pâles aussi parce qu'il y a des dérégulations des systèmes qui régulent la pression artérielle. Donc, les gens sont souvent un peu pâles, peuvent avoir des troubles digestifs. Alors dire que ça se voit de l'extérieur, ça se voit pas toujours. En général, on sait le reconnaître chez les patients qu'on connaît. Si vous avez des migraineux dans votre famille, que vous les connaissez bien, vous savez repérer les jours avec migraine, les jours sans migraine. Quelqu'un qu'on connaît pas, ça peut être plus difficile de le repérer. Est-ce qu'il y a des bons réflexes à avoir, des choses à éviter? Oui, mais éviter de surexposer le patient migraineux à tout ce qui aggrave sa migraine, donc la lumière vive, l'agitation, le bruit, les odeurs, et de toute manière, le migraineux spontanément va aller chercher le repos à l'abri de l'agitation, du bruit, de la lumière, des odeurs. Fernand nous demande aussi, existe-t-il un lien entre la migraine et l'exposition aux stimuli pendant l'enfance? Non, je ne crois pas. C'est vraiment la migraine, comme j'expliquais, il y a... il faudra peut-être préciser quel type de stimuli précisément. Je pense peut-être à une exposition à une lumière ou un bruit dans l'enfance. Non, c'est surtout le terrain génétique déjà, de base, qui prédispose à la migraine. Et puis après, d'autres facteurs qui arrivent au cours de la vie qui font que petit à petit, la migraine s'installe et puis après finit par évoluer. Comment on fait pour identifier la migraine chez un bébé, par exemple, ou un enfant en bas âge? Alors c'est parfois difficile parce que la migraine prend d'autres aspects chez les enfants. Souvent, elle est abdominale, donc il y a des crises douloureuses abdominales. Chez les nourrissons, ça peut même être des formes de torticolis, qu'on dit spasmodiques. Donc les enfants ont comme ça un torticolis qui arrive. Donc les migraines peuvent prendre des aspects très différents. Ils ont souvent beaucoup ces problèmes de cette pâleur, cette modification, ils deviennent pâles, ils ont des troubles digestifs, ils ont mal au ventre. Et souvent, les crises de migraine sont plus courtes chez les enfants que chez les adultes. Est-ce que les couleurs environnementales affectent la migraine? Alors oui, certaines couleurs sont mieux supportées, si je puis dire, par le cerveau migraineux, notamment le vert, qui est le mieux supporté. Le rouge, c'est probablement le pire. Est-ce que l'utilisation prolongée des portables et l'exposition aux écrans affectent
le migraineux? Oui, pour plusieurs raisons. Déjà, une chose assez bête, mais la posture, quand on a un téléphone, on baisse la tête, ça crée des tensions sur les muscles cervicaux. Donc ça, c'est démontré que ça augmente la douleur au niveau de la tête et de la migraine. Donc rien que la position qu'on a quand on passe sa journée à regarder un téléphone. Puis ensuite, il y a la lumière qui maintient l'attention toujours éveillée. Donc on a toujours une attention sous tension, si je puis dire. Et le cerveau est sous tension, ça augmente aussi le risque de migraine. Et puis il y a la lumière. Et vous savez que dans les écrans, il y a des lumières qui empêchent l'endormissement. Donc si on regarde trop des écrans le soir, eh bien ça vient complètement perturber le sommeil. Encore une fois, comme je vous disais, c'est très important de bien soigner l'hygiène du sommeil et donc d'éviter les écrans en fin de journée. D'accord, donc pas d'écran le soir si possible et régler la luminosité au minimum pour éviter cette exposition-là. Si on parlait régime, est-ce qu'un régime végétarien, vegan ou autre affecte les crises, leur durée ou leur récurrence, nous demandons? Il n'y a pas de régime particulier à recommander. Ce qu'il faut, c'est surtout le régime le plus équilibré possible pour limiter les problèmes de prise de poids. Donc un régime type méditerranéen avec quand même de tout. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des viandes blanches, des poissons. Les viandes rouges, c'est tout à fait permis, mais il faut limiter. Mais il n'est pas spécifiquement recommandé d'avoir un régime végétarien ou vegan pour traiter la migraine. Allez, on va prendre encore quelques questions. Celle-ci, notamment, est-ce que la chronicité de la migraine et la génétique ont un lien? Eh bien, c'est une question qu'on se pose aussi. Il y a certains variants qui semblent être plus propices à la chronicité de la migraine, mais on ne peut pas être tout à fait affirmatif parce que, comme vous voyez, la découverte de ces gènes de susceptibilité de la migraine, elle a été faite en analysant des milliers de gènes sur des centaines de milliers de patients. Donc quand on pose la question précisément que pour ceux qui sont en migraine chronique, quelque part on vient un petit peu diminuer la population. Et quand on fait ça, on diminue aussi la puissance et la significativité des tests statistiques. Ce qui fait que oui, il y a certains variants peut-être qui favorisent la chronicité de la migraine, mais avec un niveau de certitude qui est un peu moins bon parce que on étudie moins de patients, donc on est moins sûr des résultats. Valérie, Laetitia, vous voulez rajouter un mot? Non, c'est très clair. Alors